Voilà, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNEM, la CDI FNEM, hein, qui a souhaité vous proposer ce moment d'échange technique, un raisonnement technique, de questions-réponses sur les évolutions du moteur de calcul du nouveau DPE. On va parler évidemment sur la base du contenu de deux arrêtés modificatifs qui ne sont pas encore parus au journal officiel, mais c'est imminent. Ils devraient paraître sans doute demain ou dans les prochains jours. Mais évidemment, nos deux interlocuteurs, hein, de la CDI-FNEM connaissent le contenu de ces arrêtés modificatifs puisqu'ils ont participé évidemment activement à leur définition avec le ministère et la DHUP. On va donc pouvoir développer voilà, ces évolutions du moteur de calcul ensemble et donc anticiper pour une fois la publication de cet arrêté. Je rappelle que ces deux arrêtés entrent en vigueur immédiatement, c'est-à-dire le lendemain, hein, du jour de leur publication. Voilà pour les aspects juridiques. Nous sommes avec Thierry Marchand, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNEM. Bonjour Thierry. Bonjour à tous et à toutes. Et avec Jean-Marc Moinard, qui est président adjoint, je crois, à cette même chambre des diagnostiqueurs de la FNEM. C'est bien ça, Jean-Marc? Oui, Bonjour. tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir pris le temps, hein, pour évidemment parler technique. Là, on va faire une grande séance de questions-réponses pour que les diagnostiqueurs, hein, les aider en tout cas à mieux maîtriser ces évolutions du moteur de calcul du nouveau DPE. Bien sûr, ça va être le grand sujet de ces prochaines semaines, ce nouveau moteur de calcul. Et donc, évidemment, des évolutions qui sont censées améliorer et corriger un certain nombre de difficultés qui avaient été identifiées et par les pouvoirs publics et bien sûr par la filière du diagnostic immobilier, notamment la CDI-FNEM, on va en reparler bien sûr. Deux arrêtés, hein, Thierry, alors qui ne sont pas parus encore. Ils auraient pu être au journal officiel de ce matin, mais c'est raté. Que contiennent ces deux arrêtés modificatifs? Alors, les deux arrêtés modificatifs ont été signés vendredi par Madame Vargon, donc validés par Madame Vargon. On attend la publication d'un moment à l'autre. Donc, on est dans le timing qui a été annoncé le 4 octobre lors de la réunion avec l'ensemble des secteurs l'ensemble du monde de l'immobilier, des acteurs d'immobilier. L'arrêté comprend principalement donc un arrêté qui va modifier la date limite de l'auto-évaluation par des éditeurs de logiciels qui est basculée maintenant au 31 mars 2022. Et la validation par l'État directement sera donc opérationnelle à partir du début avril. Ça, c'est pour un des arrêtés, donc c'est un arrêté technique. Ça permet de donner encore un peu de souplesse aux éditeurs de logiciels pour pouvoir sortir d'être dans le quotidien et dans l'aide de fournir un outil satisfaisant et fonctionnel à leurs clients qui sont les diagnostiqueurs. Donc ça, c'est vraiment un volet technique. Le deuxième arrêté qui est pour l'arrêté aussi important, mais qui est l'arrêté méthode. L'arrêté méthode qui a été insuffisamment préparé puisqu'il y a eu des erreurs assez abyssales dedans. On a eu beaucoup d'échanges en tant qu'organisation professionnelle avec les pouvoirs publics depuis maintenant pratiquement depuis la date de sa publication et courant juin, juillet, avec les éditeurs de logiciels, chacun prenant sa part de négociation. Et donc, il y a des thèmes majeurs qui ont été modifiés, notamment sur la performance et la déperdition des murs, sur comment on calcule, comment on peut adapter réellement la connaissance d'un mur, ses caractérisations par rapport à la réalité et non pas tel qui avait été prévu dans le première version de l'arrêté. Il y a également d'autres sujets comme la ventilation et l'étanchéité à l'air des bâtiments et le confort d'été, des sujets qu'on peut revenir. Donc, c'est ces points-là qui ont été pris en compte. Et puis, des éléments assez mineurs qui ont été modifiés, mais qui ont un sens énorme pour le devenir de ce dispositif. L'objectif des pouvoirs publics, c'est qu'on soit
satisfaisant, voire fiable à 98%. C'est des chiffres qui m'ont été donnés. Bon, je redonne ce chiffre de 98%, en espérant que les 2% restants ne sont pas perturbants pour nos clients et évidemment pour les young-seekers. Voilà, maintenant, c'est dès qu'on aura l'arrêté en application, les éditeurs pourront tout de suite se mettre en opérationnel avec un peu de travail pour pouvoir, même pas mal de travail pour certains, pour pouvoir nous donner un dispositif opérationnel. Et dès que les éditeurs nous fournissent ce dispositif opérationnel, on pourra démarrer la nouvelle version du DPE. Merci Thierry. Avant de demander à Jean-Marc son sentiment sur ces deux arrêtés, quelques points techniques. Alors évidemment, le webinaire est enregistré. Il est aussi diffusé sur YouTube en direct. Voilà, on n'arrête plus le progrès. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez aller voir également ce webinaire sur la chaîne YouTube de Diagactu. Et surtout, je voulais évidemment vous dire de poser vos questions, évidemment, puisque nous sommes sur une séance de questions-réponses. Il faut qu'il y ait évidemment le maximum d'échanges entre nous, entre vous et nos deux interlocuteurs de la CDI FNEB. Donc, n'hésitez pas, vous avez un onglet qui se trouve tout en bas, c'est l'onglet questions-réponses. Vous pouvez également intervenir sur la partie discussion, comme certains d'entre vous ont déjà commencé à le faire. Merci à vous, mais vous avez aussi donc cet onglet questions-réponses. Les deux onglets sont tout à fait possible donc pour poser vos questions sur ces évolutions du moteur de calcul. On a 1 heure devant nous et donc n'hésitez pas, c'est maintenant pour poser toutes vos questions. Jean-Marc, ces deux arrêtés qui sont censés lever un certain nombre de difficultés, vous êtes confiant dans les corrections qui ont été introduites dans ce moteur de calcul, notamment pour rendre plus fiable ce nouveau DPE? Voilà. Je dirais confiant. C'est difficile d'être confiant, oui, évidemment. C'est difficile d'être confiant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on a vu les premiers résultats, enfin moi, j'ai une société où on offre plutôt sur l'Île-de-France, en grande majorité. Quand on a vu et qu'on a regardé un petit peu comment se positionnaient les différents biens, et que globalement, en F, on avait 30%, en G, on avait 30%. On s'est dit, il y a quand même des choses un peu surprenantes. Donc, on a fait tout un tas de tests qui étaient possibles. Avec Thierry, forcément, en septembre, on est allé voir, comment dirais-je, le ministère, pour un peu leur expliquer aussi les problèmes qu'on rencontrait. On prenait des cas concrets, on va dire. Donc, c'est ce qui leur a permis aussi peut-être de prendre conscience des difficultés, en fait, et de forcément les réactions qu'on avait des clients qui ne comprenaient pas. Donc, confiant, oui, je vais dire on est confiant parce qu'on a quand même été pas mal écoutés dans ce qu'on a apporté, où on leur a montré du concret, que ce soit effectivement sur des déperditions de murs, sur de la ventilation, sur ce genre de choses, des éléments qui avaient été, on va dire, modifiés avec des coefficients excessifs et qui pénalisaient les biens. Donc, on va voir là maintenant, mais on peut dire que oui, il faut être confiant et que on va de toute façon regarder ça de très près pour effectivement voir qu'est-ce qu'il en ressort maintenant avec le calculateur modifié. Voilà. Oui. Oui, effectivement. Alors, les premières questions sont arrivées, donc on va pouvoir démarrer tranquillement cette séance de questions-réponses. Il y a peut-être un malentendu sur la date de mars, du 31 mars 2022, Thierry. Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, tout à fait. Alors déjà, depuis le 24 septembre, il y a une suspension du dispositif, une suspension qui est un petit peu, comme j'avais déjà signalé, plutôt symbolique réelle, puisque dans la pratique, le DPE n'a jamais été réellement suspendu, puisqu'il faut toujours fournir un DPE dans le cas d'une vente et dans le cas d'une location. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Là, il y a une mauvaise interprétation, effectivement, la question est intéressante. Ce qui est reporté au 31 mars, c'est uniquement
la validation, l'auto-validation des éditeurs de logiciels par eux-mêmes, puisque ça demande beaucoup de données complexes. Et donc, comme ça se pratique hein, dans l'industrie, dans d'autres domaines, des domaines que j'ai connus dans le passé, on peut être amené, une entreprise, un groupe industriel peut s'auto-évaluer selon des règles précises. Et c'est un choix parfaitement assumé. Donc là, l'auto-évaluation est assumée jusqu'au de l'État que l'État conseille vis-à-vis des éditeurs de logiciels. Maintenant, jusqu'au 31 mars. C'était précédemment au 31 de mémoire, au 31 décembre. Maintenant, c'est passé au 31 mars. C'est tout simplement pour donner de la fluidité au dispositif. Et à partir du 1er avril, on sera dans une validation définitive de l'État directement. Il n'y aura plus d'auto-évaluation. Donc, mais ça ne change pas le fond du DPE, puisque le DPE, lui, sera opérationnel au plus tard le 1er novembre 2021. Et dès la publication de l'arrêté, dès le lendemain, si les éditeurs de logiciels sont prêts, on pourra sortir un nouveau DPE. Donc, c'est imminent, c'est dans les jours à venir, peut-être demain matin ou après-demain. Voilà, qui est effectivement bien précisé. Les questions techniques, cette fois-ci, arrivent également. Écoutez, je vais commencer à vous les relayer tout simplement. Elles sont dans les discussions notamment. On a Emmanuel qui nous demande de passer par les tantièmes de copro à récupérer dans le règlement de copro l'acte d'achat ou un appel de fonds. Je n'ai pas bien compris la question. J'imagine que c'est la question hein, de la difficulté de récupérer les données auprès des syndics. Alors, effectivement, ça, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas dans les arrêtés, mais c'est une réalité. Hein. Jean-Marc, notamment, vous pouvez réagir sur ce problème-là? Oui, on peut dire, et sans méchanceté pour les acteurs effectivement de l'immobilier que sont les syndics. Effectivement, ils ne se sont pas forcément préparés, on va dire, en temps voulu. Je pense qu'en plus, Thierry a des discussions avec le président de la fédération de la FNIM, justement pour sensibiliser, on va dire, les syndics et les administrateurs de biens sur le besoin de ces données pour nous, pour avoir quelque chose qui soit fiable, d'accord ? Malheureusement aussi, je pense que suivant les régions en France, quand on a du bâti très ancien, avec une succession, on va dire, de syndics qui ont pu opérer pendant plusieurs années, la transmission des informations n'a pas toujours été faite parfaitement, honnêtement. Alors, on rentre dans un ère quand même qui est numérique aujourd'hui, donc il va falloir que globalement aussi, ces acteurs de l'immobilier se saisissent du problème pour effectivement faire une base de données de ces informations pour qu'elles puissent être utilisées plus facilement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre pas mal de difficultés. Je vais prendre un exemple pour avoir les surfaces, par exemple, d'un immeuble, alors qu'on en a besoin en chauffage collectif. Ça reste relativement compliqué. Alors, ou d'avoir, par exemple, les données de la chaudière où on n'a pas accès, etc. Bon, moi, de mon côté, je demande à mes opérateurs et techniciens et diagnostiqueurs d'appeler les chauffagistes, etc., pour gagner du temps, parce qu'il y a des informations et du temps perdu, si vous voulez, et comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Donc, indirectement, il est bien évident que le travail aujourd'hui du DPE sur certains types de biens, typologies de biens, est beaucoup plus long et que cette recherche documentaire, relecture documentaire des éléments facilite pas, si vous voulez, la sortie aussi rapide de ce qu'on avait auparavant, en fait. Hein. Je ne sais pas si Thierry veut rajouter quelque chose, mais… Avec les syndics, je peux rassurer quand même nos auditeurs, c'est qu'il y a un travail qui a commencé à être fait déjà depuis un certain temps avec les syndics de la FNAIM pour pouvoir établir une grille
une grille d'informations nécessaires pour le diagnostiqueur. C'est un travail qui va être un petit peu plus long que prévu parce que ça demande quand même des données et vérifier que les données sont présentes. Alors, il y a une donnée qui est assez compliquée, qui est la surface habitable totale de l'immeuble. Les syndics ne l'ont pas, cette surface. Ils me l'ont confirmé. C'est rare, il y en a certains qui l'ont, surtout sur les copropriétés récentes. Mais les copropriétés anciennes, ils n'ont pas cette donnée. Donc, quand on est en chauffage collectif, on peut pour l'instant compenser avec les tantièmes de chauffage. Mais de toute façon, à un moment ou un autre, là, j'ai relu encore attentivement l'arrêté pour bien déterminer que la surface habitable totale de l'immeuble, il nous la faudra. Alors, si on voudra à terme faire des DPE collectifs avec et à partir des DPE collectifs sortir des DPE individuels, c'est quand même l'objectif du DPE collectif pour certains, il nous faudra bien la surface habitable totale de l'immeuble. Et donc, c'est un chantier complémentaire. Il va nous falloir aussi caractériser par précisément les matériaux, ce que disait Jean-Marc à juste titre, la puissance de la chaudière, l'âge de la chaudière, tous ces éléments-là. Les syndics n'ont pas toutes ces données. Donc, moi, je conseille vivement aux diagnostiqueurs chevronnés qui ont un peu d'approche technique, de proposer des services auprès des syndics, pour pouvoir, pas que syndics d'ailleurs, aux propriétaires des parties communes d'immeubles en monopropriété, de pouvoir, ça peut être aussi les bailleurs sociaux, d'avoir un cadre de travail en annexe du DPE pour pouvoir établir cette caractérisation nécessaire au bâtiment pour pouvoir faire des DPE, qu'ils soient des DPE pour l'instant, on va dire, individuels, puisque le DPE collectif, on l'a, entre guillemets, on ne conseille pas de le faire tout de suite tant qu'on n'ait pas fait des tests. Donc, voilà, il faut qu'on ait cette vision. Donc, effectivement, les syndics, on a énormément de difficultés à obtenir les données, mais parce qu'aussi souvent, ils ne les ont même pas. Merci Thierry. Michel nous demande, y a-t-il une modification pour les locaux commerciaux ou nous restons toujours à la méthode facture? Point d'interrogation. On reste toujours à la méthode facture. Ça, il n'y a pas de changement, on va dire, sur ce qu'on va dire le monde du tertiaire globalement. D'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement dans l'immédiat ou prévu dans les semaines ou les mois à venir. Très bien. Une question sur les audits énergétiques qui revient souvent, j'ai l'impression, notamment Fabien qui demande est-ce que les audits énergétiques seront repoussés à la date des autotests, c'est-à-dire 31 mars 2022. Thierry, tu vous souvenez? Oui, parce que on est vraiment confronté à un problème de compréhension du fonctionnement de l'État. Un État, la démocratie française fonctionne d'une certaine façon. L'audit énergétique est dans la loi. Le DPE est dans la loi. Les dates de mise en application du DPE, c'est dans la loi. Et donc, l'audit énergétique est applicable au 1er janvier 2022, c'est dans la loi. Donc, si on veut changer, reporter, repousser les dates, il faut qu'il y ait à nouveau une modification de la loi par le Parlement. Donc, avec toutes les contraintes que ça engendre. C'est-à-dire, c'est absolument complexe à mettre en œuvre. Donc, il n'y a pas de raison que l'audit énergétique soit reporté, même si je souhaite, moi, en ce qui me concerne, qu'il y ait un report technique de quelques temps pour pouvoir être plus opérationnel. Mais il est fort probable que, comme le DPE au 1er juillet, nous ne pourrons pas l'avoir parce que ça demande toute une procédure relativement longue. Donc, et le législateur n'est pas prêt à changer ce type de paramètres. Je rappelle à nos auditeurs que les DPE, enfin pas les DPE, mais la contrainte énergétique, la contrainte de la lutte contre le réchauffement climatique, aujourd'hui est très fortement nécessaire. Le Conseil d'État, à plusieurs cas, a intimé au gouvernement d'accélérer ces process. Donc, il va être difficile à un gouvernement de ralentir ce process. Donc, il faut l'audit énergétique, sauf avis contraire, et je souhaite me tromper, ne pourra pas être reporté après le 1er avril. Mais qu'en déplaise, c'est pas parce qu'un éditeur s'est auto-évalué que le DPE est faux. Le DPE correspond à des règles strictes par rapport à une auto-évaluation. Et c'est pas parce que c'est l'État qui évalue, ça change rien dans le fait que ce soit l'État ou d'auto-évaluation qui fait que le DPE est toujours valable. C'est une procédure
qui est plus simple, de simplification, qui sera beaucoup plus formalisé à partir du début avril. Merci Thierry. Une question technique, hein, purement technique pour le coup. Comment sera gérée la ventilation collective dans cette nouvelle version? Sera-t-elle toujours basée sur la surface habitable ou sur quelle base? Qui peut répondre? La ventilation collective, on nous demandait d'avoir la surface habitable pour la ventilation collective, mais la surface habitable, mais ça sera plutôt les thermiciens qui pourront confirmer ce genre de choses, mais normalement, on n'a pas besoin de la surface habitable pour la ventilation collective, sauf les pertes de la ventilation. Pour cela, il nous faut connaître la puissance globale de la ventilation collective, ce qui est impossible à déterminer. Donc, la surface habitable totale de l'immeuble pour la ventilation collective n'a pas d'objet, il n'y a pas de nécessité de l'avoir. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on ait la surface habitable totale de l'immeuble. Pas tout de suite pour l'appartement individuel, mais il nous la faudra pour le DPE collectif. Ouais, c'était la question aussi de Stéphanie, hein, qui demandait la surface à l'immeuble est nécessaire pour les DPE à l'immeuble ou l'individuel en collectif, point d'interrogation. Hein. Oui, en collectif, on en a besoin, en chauffage collectif, on en a besoin de la surface habitable pour pouvoir calculer les pertes de charge de la chaudière, les pertes de charge du chauffage, les pertes de charge de l'eau chaude sanitaire. Mais comme on n'a pas ces données et que les syndics ne l'ont pas, ils ne pourront pas faire passer des géomètres pour mesurer, parce qu'il faut passer, je rappelle, à une réunion de copropriété, faire voter, et ça on ne l'aura pas. Donc, il faut bien qu'on ait un moyen de règle de 3, et les tantièmes de chauffage et les tantièmes d'eau chaude sanitaire sont la solution aujourd'hui alternative. Bon, si c'est une petite copropriété de 4-5 lots et qu'on a la capacité de savoir estimer la surface habitable, mais faut-il encore que le syndic valide cette donnée, parce que c'est une donnée que le diagnostiqueur ne peut pas prendre en compte tout seul, pourquoi pas, mais ça va être compliqué sur les immeubles. Donc, dès qu'on est en individuel, la méthode qu'on peut compenser par les tantièmes de chauffage et les tantièmes d'eau chaude sanitaire, c'est une possibilité. Mais dès qu'on arrivera au DPE collectif, il nous faudra les surfaces habitables de l'immeuble. Merci Thierry. Si vous voulez compléter, Jean-Marc, hein, n'hésitez pas hein, sur toutes ces réponses. Non, je pense que pour tout le monde, c'est clair. C'est évident qu'il y a un gros travail à faire. Je dirais, j'ai presque un vœu pieux, si je dois rajouter quelque chose. C'est que aussi, les éditeurs de logiciels, en tout cas, je pense qu'à un moment, on va se retrouver à faire dans un même immeuble collectif plusieurs biens. Il ne faut pas que ce soit la galère à chaque fois de rechercher les éléments. Donc, nous, on a commencé à essayer de constituer une base de données par immeuble. Et je pense qu'on aurait l'aide aussi des éditeurs de logiciels pour constituer des bases de données d'informations sur des immeubles qu'on aura déjà fait, etc. Ce serait quand même une bonne chose. Merci. Jean-Marc, il y avait une question de Gino qui demandait si la méthode sur facture a évolué. Non, elle n'a pas évolué, proprement parler. Non, elle n'a pas évolué. Elle reste la même. Si ce n'est que y a toujours cette notion de données, de données qui doivent être indiquées, qui sont, on va dire, plus précises maintenant et plus étendues, on va dire, en nombre d'éléments à constituer dans le DPE, puisque on va se retrouver aussi un peu comme par avant, dans ce monde du tertiaire, à pas forcément avoir les consommations pour faire le calcul, quoi. Donc, l'importance de marquer toutes les données reste entière et doit être précise. Merci Jean-Marc. Ludovic demande si… alors Ludovic souhaite se former pour réaliser des DPE et il demande s'il doit le faire dès aujourd'hui ou doit-il attendre pour se former sur les DPE, pour réaliser des DPE. Il y a deux choses dans la question. Je pense que Thierry va aussi rebondir sur ça, parce qu'on en a parlé pas mal. Il y a la formation, réaliser un DPE, ça c'est une chose, ok. Mais il y a aussi la formation comment dirais-je, par les éditeurs de logiciels, puisqu'on voit bien, hein,
que les éditeurs de logiciels ont des petites spécificités d'utilisation de leur outil, d'accord? Donc, je pense qu'il faut aussi insister auprès des éditeurs de logiciels pour qu'ils puissent accompagner, former, d'accord, les diagnostiqueurs à l'utilisation la plus précise possible, comment dirais-je, de l'outil qu'ils ont commercialisé, quoi, parce que c'est hyper important que ça soit bien utilisé. Bon, nous, on a fait par exemple des tests entre 2 éditeurs, on se retrouve avec les mêmes résultats, il n'y a pas de doute là-dessus, mais certaines données, d'accord, peuvent être saisies légèrement différemment ou avec des appellations légèrement différentes. Donc, il y a un vrai travail entre les diagnostiqueurs et les éditeurs de logiciels pour la bonne utilisation de l'outil. Merci Thierry, vous voulez compléter? Oui, tout à fait. Non, il faut se former sur le DPE. Hein. Le DPE actuel et le nouveau DPE par rapport au précédent, il n'y a pas de changement majeur dans l'approche du terrain. C'est surtout dans la saisie de données, ce que vient de dire Jean-Marc, c'est la saisie de données dans le logiciel qui peut différer. Et on a quelques petits éléments en plus à intégrer, mais normalement, les formations, depuis des années que l'on fait, sont toujours en vigueur. Nathalie demande si les DPE réalisés depuis le 24 septembre avec des résultats complètement erronés devront être refaits. Tous les DPE des immeubles avant 75 en F et G seront systématiquement refaits par le diagnostiqueur qui a de préférence établie, puisqu'il y aura par l'ADEME, on aura une possibilité de déterminer les DPE qui ont été faits. Donc, on les refera automatiquement avec l'éditeur, avec le logiciel modifié. Dans la plupart des cas, on n'aura pas besoin d'aller en clientèle vérifier certaines données. Et donc, on refournira aux clients un DPE modifié. Pour les immeubles avant 75, mais classés cette fois-ci en D et E, ça sera à la demande du propriétaire. Mais moi, je pense probablement que ça sera systématique. Je connais déjà des grandes enseignes immobilières qui ont demandé systématiquement de les refaire. Et donc, je pense qu'on va aller pratiquement vers une nécessité de refaire tous les DPE. Et moi, c'est la position que je souhaite défendre au sein de la CDI, c'est-à-dire que les DPE qui ont été faits avant 75, D, E, F, G devront pratiquement tout le temps être refaits. On n'aura pas de solution. Hein. Vous avez un bâtiment, une maison individuelle, un appartement qui est classé en D. Aujourd'hui, il peut très bien être en C, puisqu'on sait, les analyses qui ont été présentées lors de la réunion du 4 octobre déterminent qu'on peut changer voire jusqu'à 2 classes d'énergie. Donc, on peut être aujourd'hui sortir un bien en G et demain, il sera en E. Donc, on peut très bien imaginer des biens en E qui peuvent basculer en D, voire en C. Pourquoi? Parce que les bâtiments qui ont été construits entre 48 et 75 ont été sacrément impactés par le dispositif modifié, le dispositif actuel. Et donc, normalement, on risque d'avoir avec des grands guillemets, ça sera l'analyse qui nous le dira, avec des surprises, et des bonnes surprises. On pourra peut-être avoir des améliorations, notamment grâce à la meilleure caractérisation des déperditions des murs, des parois verticales. Merci Thierry. Beaucoup de questions techniques finalement, surtout de questions sur les évolutions du dispositif, les échéances, ce qu'on doit faire et ne pas faire de telle date à telle date. On reviendra quand même sur les principales évolutions de ce moteur de calcul pour faire le point un peu plus tard. Emmanuel demande par exemple, le ministère conseille de nous livrer un DPE des logements datant d'avant 1975 qu'en cas d'urgence pour la transaction, et il demande quid de l'allocation, et il demande également pouvez-vous définir la notion d'urgence? Qui peut répondre? Je vais répondre. La notion d'urgence, c'est assez pragmatique. C'est tout ce qui est nécessaire dans le cas d'une transaction et d'une location, tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire tous les cas. C'est à peu près la non-urgence, ça représente 1 ou 2% de notre activité sur un DPE. Qu'est-ce qui n'est pas urgent? C'est d'afficher un DPE en agence immobilière. Voilà. Le reste du temps, c'est urgent. Aujourd'hui, comment vous déterminez une valeur foncière d'un bien sans avoir le DPE?
c'est quasiment plus possible. Donc aujourd'hui, la notion d'urgence, c'est tous les biens qui sont concernés, qu'ils soient en location ou en vente. De toute façon, cette suspension va de fait s'arrêter d'ici quelques jours. Donc, je dirais que la question ne va même plus se poser. Merci. J'avais vu une question d'un certain Guy, que vous connaissez bien à la CDI FNEM et que je salue, qui évoquait la question de l'image de la profession. Alors, on s'éloigne un peu de nos échanges techniques, mais c'est toujours intéressant de l'évoquer. Ne craignez-vous pas que notre image déjà perfectible soit encore plus impactée? Une communication est-elle prévue pour nous redorer notre blason, nous demande Guy. La communication, je n'attends pas une communication de l'État pour redorer notre blason. C'est le rôle des organisations professionnelles. Est-ce qu'on a besoin de redorer notre blason? Je pense que la question est pertinente, mais finalement, cette crise que nous avons rencontrée démontre que l'erreur vient de l'État. Il est vrai que dans le quotidien, c'est le diagnostiqueur qui est intimement lié. Ce que j'aime à dire, c'est que le diagnostic est établi par un diagnostiqueur et donc le diagnostic est intimement lié au diagnostiqueur. Si le diagnostic est faux, c'est l'erreur du diagnostiqueur. Alors que finalement, c'est pas l'erreur du diagnostiqueur, c'est une erreur de données d'un outil qui nous a été mis à disposition par l'État, et c'est surtout l'État le nom de l'outil. Donc, il y a un travail à faire, c'est certain. C'est un travail de tous les jours de chaque diagnostiqueur d'expliquer que l'outil qu'on nous a confié a été buggé au lancement. Comme on a des parcs de véhicules qui sont lancés de marques diverses et variées, qui lancent des véhicules et qui a des problèmes et qu'on rapatrie des milliers de voitures pour entretien ou réparations, je dirais, on est dans la même situation. Je rappelle que nous avons demandé, on était ensemble avec Jean-Marc au cabinet de Madame Vargon, on a demandé que le DPE qui sera réenvoyé refait pour les DPE erronés, qu'il y ait un document à l'entête du ministère avec la Marianne expliquant pourquoi ce document a été rétabli. Donc au sein du DPE, on aura vraiment une page de texte, ça j'y tiens beaucoup, pour que l'État prend en charge cette responsabilité aussi de communication, pour dire que c'est pas le diagnostiqueur qui a fait une faute, c'est l'État qui a donné un outil erroné. Justement, beaucoup de questions sur la réédition des DPE et l'indemnisation des diagnostiqueurs. On nous demande combien vont toucher, entre guillemets, les diagnostiqueurs, comment ça va se passer, etc. Est-ce qu'on peut donner des précisions sur ces éléments-là, Thierry ou Jean-Marc? Ouais, on va dire on est en pleine discussion actuellement sur ce sujet, d'accord. Ce qu'il faut intégrer, c'est que la grande majorité des DPE qui vont être faits, normalement, les diagnostiqueurs n'auront pas à retourner sur site s'ils ont bien pris les éléments, d'accord. Donc, c'est refaire tourner un moteur de calcul. Ça, c'est la première chose. Alors, effectivement, il y a peut-être aussi des biens sur lesquels on n'avait pas toutes les informations. Il faudra revérifier toutes les informations pour refaire tourner, comment dirais-je, le calculateur. En tout cas, sur la valeur en fait, de l'indemnisation, on est en pleine discussion actuellement avec les pouvoirs publics et qu'il y ait une cohésion globalement dans les métiers de l'immobilier pour que cette valeur soit significative, on va dire, juste dans le travail à réaliser, quoi. Hein. Enfin, si Thierry, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça, Jean-Marc. C'est vraiment le fait est, c'est bien une indemnisation déjà, c'est pas une facturation, c'est une indemnité pour un temps passé à refaire quelque chose, et pendant ce temps passé, on aurait pu faire autre chose, faire du chiffre d'affaires, aller en clientèle. Donc, on a une perte de temps et qu'on doit être indemnisé pour cette perte de temps. Donc maintenant, quel est le montant de cette perte de temps? Ce sont des discussions. Moi, je tiens énormément que cette position, qu'on ait une position commune avec nos amis de la FIDI, parce que c'est vraiment très important que ça soit une volonté commune en termes de coûts et qu'on soit bien d'accord en face. Je sais que les échanges que j'ai eu avec Lionel Jeannot et Stéphane Pozzo sur ce sujet, on est tout à fait en phase pour qu'on ait une vision globale et d'indemnisation du travail,
du travail effectué. C'est pas tellement appuyer sur le bouton qui va être compliqué. Ça va être surtout avoir les gens au téléphone, leur expliquer pourquoi on a changé de classification. C'est de retrouver dans certains cas le propriétaire qui est parti, qui a été vendu. Il va y avoir un travail d'explication qui va être long. Et c'est surtout ce temps d'occupation du diagnostiqueur qui sera indemnisé. Merci Thierry. Est-ce qu'il y aura une modification des tarifs annoncés en euros sur les DPE? Je prends la parole. Oui, parce que là, il y avait le moteur de calcul qui a été fourni aux éditeurs de logiciels était buggé. Donc là, il a été débugué, j'ose espérer. Il y a également une approche plus pragmatique des coûts de consommation énergétique. Donc, c'était des grandes discussions et c'était les derniers points qui ont été longuement discutés avec l'ensemble des acteurs. Ce qui a été présenté dans la publication de l'arrêté, c'est un lissage des coûts de consommation. Donc, on n'est pas embêté sur tout ce qui est consommation de charbon, de bois, de granules, et j'en passe. Par contre, on avait des soucis avec l'électricité et le gaz, parce que là, on avait une notion d'abonnement, on avait une notion de prix unitaire différent en fonction de la quantité d'énergie consommée à l'année. Donc là, il va y avoir un effet de lissage de ces consommations d'énergie. On aura moins d'effet de palier. On intègre quand même l'abonnement dans le tarif. Donc, on devrait se rapprocher le plus possible de la situation qu'on avait bien connue sur le DPE 2012 pour les immeubles construits après 48. Donc, on devrait se retrouver relativement proche de cela, être plus proche de la réalité. C'était ce qu'on voulait, et avec autant que possible, le moins d'effets de seuil possible. Donc, il y aura un calcul refait, et les éditeurs de logiciels, devront avoir tous le même résultat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On aperçoit que certains éditeurs n'ont pas les mêmes coûts de consommation que d'autres. Donc ça, c'est le but de la fiabilisation, c'est quand même d'avoir la même chose. Alors, ce qu'on peut peut-être ajouter, ce que tu ne dis pas, Thierry, pour avoir, je t'ai montré, on a fait des tests avec 2 logiciels. En fait, les éditeurs de logiciels avaient le choix possible d'utiliser le calcul comme il était pour ce qui est de la consommation, je parle que de la consommation, ou alors de faire leur propre calcul. Et donc, entre les éditeurs de logiciels, c'est là où on trouvait effectivement des différences, d'accord, de l'ordre de 30 à 35% d'écart en euros sur la valeur consommation du bien. Donc ça, c'était quand même extrêmement, d'une part, embêtant. Et je pense qu'il est sage et utile qu'il y ait un même calcul, en tout cas, sur le coût de l'énergie. Merci Jean-Marc. Beaucoup de questions encore sur cette indemnisation des diagnostiqueurs. On nous demande de préciser un peu, notamment la demande des fédérations, puisqu'encore une fois, c'est une demande commune que vous faites avec la FIDI. Est-ce qu'on peut en parler de cette proposition commune des 2 fédérations? Et puis, il y a LDI également, vous êtes 3. Ou est-ce que c'est trop tôt et que ça reste pour l'instant un peu confidentiel? Ça reste obligatoirement confidentiel tant qu'on est en négociation. Une négociation nationale est automatiquement obligatoirement confidentielle. Puisqu'il y a des enjeux qui sont énormes. Là, on ne parle pas de quelques centaines de milliers d'euros. Vous pouvez mettre des zéros derrière. Donc, moi, j'ai estimé à peu près à plus de 200 000 DPE à refaire. Donc, vous imaginez 200 000 euros de DPE à refaire, c'est considérable comme somme pour un budget global. Pour un diagnostiqueur, qui en fait quelques-uns, c'est pas des sommes qui vont être absolument astronomiques. Ce qui est compliqué à mettre en œuvre, c'est surtout la mise en œuvre d'indemnisation. C'est toute la structure de l'indemnisation qui est complexe à mettre en œuvre pour qu'elle soit automatisée autant que possible. Il ne faut pas qu'un diagnostiqueur passe 2 jours par DPE à se faire rembourser son DPE, son indemnité. Donc pour lui, ça doit être le plus transparent possible. Donc tout ça, ça se discute. Donc on ne peut pas en parler là pour l'instant. C'est extrêmement prématuré. Et je pense que sur ce sujet-là, ça devra être une communication, une fois qu'on aura les résultats, une communication commune avec l'ensemble des organisations professionnelles, et LDI évidemment inclus aussi. Justement, le ministère fera son arbitrage à quel moment? On a une idée du calendrier sur ce sujet de l'indemnisation là? Je pense qu'on peut parler de fin de mois, on aura une vision un peu plus précise. Fin du mois. Hein.
Moi, je vais juste faire un petit flash, c'est que globalement, en plus, aujourd'hui, et heureusement, on est sur des prix libres, d'accord? Bon. Mais on voit une grande disparité, si vous voulez, sur la valeur d'une part d'un DPE. Bon. Ensuite, il est relativement rare qu'on ne fasse qu'un DPE. Même en location, souvent, on va faire l'électricité en plus, etc. Donc, j'ai tendance à dire, dans le package, puisque la plupart des diagnostiqueurs vendent un package de plusieurs diagnostics, d'accord? La valeur du DPE, et je passe un message à tout le monde, c'est que avec le travail qui est à faire aujourd'hui dans le cadre de ce nouveau DPE, il est important que les gens regardent leur prix et éventuellement donc à la hausse, parce que si on regarde le temps passé, que ce soit sur site ou que ce soit au bureau, d'accord, la valeur d'un DPE d'hier et celle d'aujourd'hui est quand même largement différente. Donc, face à l'écart qu'on peut constater, nous, en tant que fédération, sur la valeur d'un DPE dans les différentes régions de France, c'est toute la discussion et toute la difficulté qu'on a aussi pour discuter, on va dire, avec les pouvoirs publics sur ce sujet. C'est aussi pour ça que c'est peut-être un peu plus long et que on essaye d'avoir une position assez ferme et qui défende l'ensemble de la profession, quoi. Merci Jean-Marc, vous avez répondu à la question d'Emmanuel, donc c'est parfait également. Fabien, ce n'est pas une question, c'était une remarque sur vos propos, dit faire tourner uniquement le calculateur, oui, à condition que le DPE version 3 bis ne soit pas un nouvel onglet dans nos logiciels, auquel cas il faudra rentrer toutes les données. Est-ce qu'on peut lui répondre? Bonne remarque, tout est fait pour que ça soit justement pas le cas. Bien, eh bien, nous verrons sur pièce. Alors, Simon pose une question qui n'est pas très claire. Il nous dit prix du DPE V3 égale étude documentaire plus DPE plus SHAB, S-H-A-B, surface habitable, je ne sais plus. Je vois l'approche. Non, le DPE, DPE, c'est un DPE. La recherche documentaire, l'analyse documentaire fait partie intégrale du DPE. C'est bien pour ça ce que vient de dire Jean-Marc, un DPE actuel de 2021. Et c'est pour ça que j'aime pas la notion V3. Moi, la terminologie V3, ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est un DPE 2012, on a modifié. Non, le nouveau DPE 2021 n'a rien à voir avec le DPE 2012, puisque c'est une approche différente, une classification énergétique différente. On prend en compte les gaz à effet de serre, on demande de la justification de la preuve de chaque élément, donc ce n'est pas un V3, c'est un nouveau DPE. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a tout le volet analyse documentaire qui est à intégrer dans le coût de sa prestation. Et ça, c'est pas ça plus, c'est vraiment un élément complet. Je comprends sur la CHAB à l'immeuble, là par contre, c'est une prestation complémentaire. Cette donnée, le syndic doit nous la fournir. Il ne peut pas parce que souvent il ne l'a pas lui-même. Donc c'est une prestation complémentaire à facturer à une copropriété si on a la capacité de le mesurer. Si le syndic nous demande, si il a été également, si ça fait partie d'une décision de la copropriété. Je rappelle que les copropriétaires et un syndicat de copropriétaires est souverain dans ces décisions. Donc, c'est eux qui peuvent décider. Hein, c'est pas le licenciaire qui va l'imposer. Donc, ce sont des prestations autres. Donc, là, le DPE aujourd'hui, c'est une recherche documentaire, une analyse terrain et une édition de rapport. Tout ça, c'est un package. Et c'est un package qui s'appelle le DPE. Et là, il faut le chiffrer. Et ce coût-là n'est pas le même qu'il y a 6 mois. Merci Thierry. Philippe demande quid des DPE projetés. Faut-il refaire un DPE version V2 même si on a un DPE V3? Est-ce que vous comprenez la question? Oui. Oui, je comprends la question. C'est une bonne question. Très bien. Bon, on n'a pas forcément la réponse, c'est ça? Les DPE projetés, oui, c'est compliqué parce que les DPE projetés, c'est pour obtenir des aides, surtout des prêts bancaires. Mais les prêts bancaires se basent sur les 3 usages et non pas sur les 5 usages. S'il y a problème, alors le DPE projeté, normalement, on était dans une situation absolument négative, on était en G ou en F. On peut y avoir des biens qui se situaient, qui finalement n'étaient ni en G ni en F.
qui se retrouvent en E. Donc, le DPE projeté, les contraintes bancaires, les contraintes de travaux, non, n'ont plus raison d'être. J'aurais tendance à vous demander de vous rapprocher de l'acte de vente, parce que finalement, est-ce que les travaux, compliqué, hein, est-ce que les travaux engagés étaient nécessaires? Le DPE projeté, de toute façon, n'était pas réglementaire. Seul le DPE initial, s'il était fait dans le cas de la vente, dans le cas de la location, il était réglementaire. Je pense qu'il faut gérer cas par cas. Mais quand ce cas-là arrivera, il faut le gérer cas par cas. Merci Thierry. Simon nous dit, pour avoir comparé pour un même bien d'avant 1975 les DPE V2 et V3, j'ai un écart de plus de 100 points. Est-ce que vous avez également observé ce phénomène et est-ce que cela fait partie des améliorations du moteur en cours? Oui. On va répondre oui, hein, parce que nous-mêmes, on a fait ce genre de test. Et dans tous les cas, il y avait un écart et une baisse importante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que on peut expliquer, si vous voulez, dans les modifications que nous avons demandées, avec les éditeurs de logiciels, bien entendu, les fédérations, où on a regardé quand même précisément les choses. On pouvait, déjà d'une part, on s'apercevait que sur des biens de petite surface, la tendance était accentuée par rapport à des biens avec des surfaces plus importantes. D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, allez, si on a 4 ou 5 données ou coefficients, d'accord, qui sont modifiés, eh bien, ce juxtaposant, si vous voulez, ça a une grosse incidence sur le résultat. En fait. Et c'est tout le travail, justement, qu'on a essayé de démontrer avec Thierry, avec des tests qu'on a apportés directement au ministère, où on leur a fait les comparaisons, en leur disant, voilà comment on se situe auparavant, comment on se situe maintenant. Et l'explication, donc, est bien au travers de ces coefficients qui étaient erronés ou qui étaient amplifiés. Si on prend les coefficients de déperdition, on avait du 2,5, ce n'était pas représentatif réellement, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils ont été, par exemple, ramenés à 2 pour les biens anciens ou ce genre de choses. Donc, oui, ça a une très, très forte incidence. Je racontais à Thierry pas plus tard qu'hier, je pense que certains ont peut-être déjà vu, je vais raconter une anecdote, mais par exemple, à Paris, vous avez des chambres de bonne, d'accord? Et une chambre de bonne qui fait, par exemple, 11 mètres carrés. Sauf qu'en Carrez, elle ne fait pas 11 mètres carrés, elle fait 4 mètres carrés. Et donc, quand vous voulez envoyer le document à l'ADEME, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'aujourd'hui, on a un DPE qui fait tout. On n'a plus le DPE location, le DPE vente, etc., etc. Ce qui fait qu'à un moment, l'ADEME, elle dit, moi, ce truc-là, il ne fonctionne pas. Donc, on a remonté l'information hier. C'est en ce moment en correction. Donc, voilà, on en découvre encore de temps en temps des petits problèmes auxquels il faut pallier. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus se précipiter, voir ce que je disais tout à l'heure au début de la discussion, voir ce que ça va donner, faire les tests nécessaires pour que on ne se retrouve pas avec des situations de blocage, parce que aller expliquer ça aux clients, c'est pas si évident. Quand on parlait tout à l'heure, Thierry parlait de communication, oui, on a un vrai rôle, nous, de bien communiquer, et je pense que la CDI FNEM s'emparera du sujet. C'est un point qu'on a évoqué largement avec Thierry, pour qu'on communique et qu'on aide les diagnostiqueurs à bien communiquer auprès de leurs clients pour bien expliquer les choses, et que globalement, la faute, elle ne retombe pas sur le diagnostiqueur, puisque c'est vrai que c'est toujours plus facile de dire c'est le diagnostiqueur, mais en attendant, si on n'a pas l'outil nécessaire, on n'y arrive pas. Donc voilà, voilà ce que je voulais en tout cas rajouter pour aussi rassurer les gens, et on est là aussi pour les accompagner au travers de notre fédération, dans cette communication.
Merci Jean-Marc. Je rappelle que vous êtes également président d'une belle entreprise qui s'appelle Avicea. Vous êtes dans le 92, je crois. C'est Oui, ça. merci. Emmanuel nous dit, après discussion, mes confrères du secteur ne font que des DPE par défaut et ne passent pas de temps pour la collecte et l'analyse des documents. Il nous dit c'est clairement une forme de dumping technique et tarifaire. Comment, je n'ai pas vu la fin de la question, comment faire pour lutter contre cela? Gros sujet là. Eh ben, excuse-moi Jean-Marc. Non, mais je voulais juste dire un truc par rapport à l'opposabilité, je ne comprends pas très bien. Il y a un manque de sérieux évident. Il faut quand même rappeler que l'opposabilité sur le DPE, maintenant, elle est au même titre que l'amiante, qu'une caresse, que n'importe quel autre diagnostic. C'est plus de l'information, simplement. C'est que toute la politique énergétique, on va dire, en France, repose sur le DPE. Donc, à un moment, il faut quand même qu'on prenne conscience qu'on est là pour faire un travail sérieux, qu'on est les acteurs de la rénovation énergétique. Enfin, je laisse Thierry parler, mais moi, ça me fait vraiment réagir, ce genre de choses. Oui. Ça me fait donc réagir aussi. Là encore, c'est une remarque extrêmement importante qui démontre l'étendue de la bêtise de certains qui n'ont pas du tout compris dans quel monde la filière du diagnostic immobilier était rentrée. Nous sommes dans un nouveau monde. Il y a l'avant-Covid, après Covid, il y a avant telle date et après telle date, il y a avant le DPE 2021 et après le DPE 2021. Là, on est dans une autre nouvelle ère. Avoir cette type d'attitude de dire je fais tout par défaut, c'est déjà tous les biens qui sont construits après 2012 tous les DPE seront totalement erronés, je dis bien totalement erronés. Donc, on va sortir des classifications en D, en E sur des biens qui sont en BBC. Il va falloir déjà être musclé pour pouvoir expliquer aux propriétaires que son bien est complètement explosé. Donc, et même chose pour les autres. Donc ça, c'est-à-dire que ce que n'ont pas compris cette population, c'est que la classification énergétique du logement définie par un DPE va définir la valeur foncière du bien. Donc, est-ce que les mêmes individus font des valeurs par défaut du CARES? Est-ce que les mêmes individus rentrent dans un appartement, disent tiens, là, allez, à la louche, je sens bien, il y a 15 mètres carrés. Là, la pièce fait 3 mètres carrés. Puis celle-ci, elle fait 2 mètres carrés. Allez, je vous fais un DPE, je vous fais un CARES, allez, 50 mètres carrés, ça vous va bien comme ça. Puis finalement, l'appartement, il fait que 25 mètres carrés CARES. C'est la même réflexion. C'est de la bêtise à l'état pur. C'est quelque chose sur lequel les gens qui vont sur ce sujet-là, de toute façon, ils savonnent leur sol pour glisser et s'exploser vis-à-vis des responsabilités qui sont extrêmement lourdes. Mais le problème que l'on a, c'est que ces individus détruisent une profession, une filière où il y a quand même la très grande majorité de professionnels, diagnostiqueuses, diagnostiqueurs, qui travaillent tous les jours en faisant bien leur job. Et donc ça, c'est inacceptable. Non, on ne peut pas entendre ce genre de choses. Enfin, je comprends notre ami qui a noté cette remarque, mais le fait de mettre les valeurs par défaut, c'est une erreur, mais ils vont au casse-pipe. Merci Thierry. Thibault me rappelle à l'ordre, il a raison, je le remercie. Est-ce qu'on peut, parce qu'on s'éloigne de notre propos technique et des évolutions du moteur de calcul, on n'en a finalement pas parlé tant que ça. Est-ce qu'on peut rappeler tout de même en synthétisant les principales évolutions de ce moteur de calcul pour les prochaines semaines? Moi, j'ai relevé 5-6 points majeurs. Déjà, le premier point majeur, c'est qu'on a intégré dans les données à récupérer auprès des propriétaires, on y a rajouté un petit élément qui paraît pas, qui est une ligne simple, qui est les DPE neufs sont des éléments qui pourront maintenant être pris en compte pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique. Je m'explique, dedans les DPE neufs, on a les U, on a des fenêtres, on a les U ouvrants, les U murs, les plafonds et les planchers. Donc déjà, cet élément est important. Il avait été oublié dans l'ancienne méthode. On l'a intégré dans cette méthode, notamment pour les immeubles construits après 2012, où on aura besoin de mettre élément par élément, précisément chaque élément devra bien être détaillé. Et ça, il nous faut le DPE 9, voire l'étude thermique. Ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez 4 points majeurs. Et qui sont les 4 points majeurs, c'est le U, requalification du U-mur. Et là, non plus,
précédemment, j'étais en mur isolé, isolation inconnue ou mur brut. On avait un coefficient simple, hein, parce qu'il y a d'autres coefficients, mais il y a un coefficient, on va dire, de 2,5. Maintenant, on a la possibilité, en cas de mur inconnu, de passer en 2. Et dans certains cas, si on a un doublage avec une lame d'air, on pourra descendre jusqu'à 1,6, voire plus bas, en fonction de la caractéristique des murs. Donc, on a quand même une meilleure caractérisation des murs par l'observation, qu'elle soit directe ou indirecte. On a ajouté également l'observation indirecte, parce qu'on peut être amené à faire des sondages, et les sondages ne sont pas à faire dans le cadre du DPE pur, mais dans le cadre d'un complément de mission. On pourrait être amené, notamment dans les copropriétés, faire des compléments de mission pour des sondages. Donc, on aura bien une observation indirecte. On peut y avoir, dans certains cas, recours à des outils style caméra thermique. Dans certains cas, je parle bien pour les copropriétés, parce que la maison individuelle, ça va être compliqué à mettre en œuvre. On a cet élément. Et les 3 éléments majeurs qui ont été modifiés, c'est la perméabilité à l'air des immeubles anciens, notamment en appartement, où il y avait un très fort renouvellement d'air qui plombait les notes DPE. Il y a également la notion de ventilation. La ventilation, quand on avait ventilation par ouverture des fenêtres, là aussi, c'était extrêmement élevé. On est revenu à quelque chose assez proche du DPE 2012. Donc, tous ces éléments-là sont importants. Anecdotiquement, on avait aussi un point important sur le confort d'été. Le confort d'été, c'est-à-dire que les fenêtres, il suffisait d'avoir une fenêtre plein sud, une fenêtre sud-ouest, pour considérer qu'il n'avait pas de volet. On considérait que toutes les fenêtres n'avaient pas de volet. Et donc, on plombait le confort d'été. Maintenant, on considère que s'il y a une fenêtre qui a moins de 0,7 mètres carrés pour être précis, ou plusieurs fenêtres de moins de 0,7 mètres carrés, sans volet, et que toutes les autres fenêtres ont des volets, eh bien, le confort d'été est respecté. Donc, c'est des petites remarques. Et voilà les points essentiels, mais ça représente tout le problème du décalage des passeurs thermiques, enfin, l'accentuation des passeurs thermiques qu'on a pu rencontrer. Jean-Marc, sur ces évolutions majeures, là, un mot? Je n'ai pas grand-chose à rajouter après ce qu'a dit Thierry. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, tous ces coefficients qui sont améliorés, tous ces éléments complémentaires qu'on va pouvoir mettre vont permettre d'avoir une classification qui soit juste par rapport à ce qu'on sortait là depuis le 1er juillet, en fait. Hein. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'avais sur l'Île-de-France, dans les biens qu'on a fait, 60% des biens qui étaient en F et en G. Voilà. Ce que je peux rajouter et qui me paraît important, je ne sais pas si certains ont vu ce problème, mais sur des biens construits RT 2012, nous, on a fait des tests puisqu'on a eu l'occasion de faire des DPE 9 où on sortait avec des étiquettes A ou B. On ressortait une étiquette là parce que le bien, effectivement, avait besoin d'avoir une nouvelle étiquette, revente, etc. etc. On ne pouvait pas retrouver l'étiquette B. Hein. On était minimum en C. Donc, alors, je vais faire un petit parallèle qui n'a pas grand-chose à voir, mais si vous avez acheté un électroménager depuis quelques mois, vous voyez bien qu'il n'y a plus d'étiquette A+++++. D'accord, ça n'existe plus. Donc, globalement, ce qui est valable aujourd'hui dans l'immobilier est valable aussi dans d'autres biens qui sont vendus. Et donc, les reclassifications ont été revues à la baisse globalement. Il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Merci. Vincent nous demande, dans l'ancien DPE, il y avait convecteur, radiateur ancien. Par quel élément devons-nous les remplacer? Là, on rentre dans la technique pure et dure. Technique, hein. Pour moi, ça fera partie d'un travail à faire dans les mois à venir sur la caractérisation de tous les types de radiateurs électriques, puisque
Alors, c'est tout à fait personnel, hein, mais je pense qu'ils sont insuffisamment bien caractérisés, parce qu'on a aujourd'hui une multitude de types de convecteurs. Là, maintenant, on a des étoiles, on a plusieurs types d'étoiles. J'ai plus en tête le système NF, là, j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle sur les bandes de choses, mais je me rappelle plus sur radiateur. On a des caractéristiques différentes des uns des autres, mais ça joue pas beaucoup. Alors, pourtant, on a des radiateurs aujourd'hui, des convecteurs, surtout en caloporteur avec des techniques bien particulières qui sont extrêmement performants, mais c'est pas encore bien implanté dans le dispositif actuel. Ce qu'on peut ajouter, Thierry, puisque c'est une discussion que tu as eue et c'est un point qu'on a évoqué ensemble avec l'association Promotelec, éventuellement, de pouvoir faire, alors c'était un truc qu'on voulait faire assez rapidement, puis avec tout ce qui s'est passé sur le DPE, on n'a pas pu le faire, mais c'est un projet qu'on a en tête, c'est de pouvoir proposer de la formation, d'accord, à nos adhérents, faite par Promotelec, justement, pour bien caractériser tout ce qui existe en chauffage électrique et en matériel électrique à la production de chaleur, quoi, globalement. Parce que je pense qu'il y a une grosse évolution technique dans ce domaine, d'accord, et que on s'aperçoit aujourd'hui que quand on caractérise effectivement certains types de radiateurs, on n'a pas la performance qu'on espérait, on va dire, dans le calcul. Voilà. Merci, on va déborder un petit peu, il est déjà 10h02. Vous êtes disponibles tous les deux pour faire une prolongation de 10 minutes à peu près, ça va? Oui. Bon. Ouais. Alors c'est parti, parce que les questions ne faiblissent pas, il y en a toujours autant. Alors il y a de tout, hein, technique, juridique, voilà, tarifaire, c'est très mélangé. Je crois que c'est Emmanuel qui nous pose beaucoup de questions, qui nous demande sera-t-il possible d'avoir une base nationale des fiches signalétiques des équipements de chauffage? Cela permettrait de lire convenablement les étiquettes et de connaître la puissance de l'année de production et l'année de production. Est-ce que vous avez dans le passé, ça existait. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est à jour. Le caustique le mettait à jour, ce type de système. Je n'ai pas à souvenir, ça fait longtemps que je n'ai pas été sur leur site. Donc je dirais, je n'ai pas l'information, mais ça existait. Je sais qu'en 2006, cette base de données existait puisqu'on avait exactement, on pouvait retrouver en fonction de la référence de la chaudière, on arrivait à savoir à peu près sa date de période d'existence. Voilà. Donc là, je donnerai, je laisserai Jean-Marc s'il a plus d'informations, mais je suis moins. Non, j'ai pas plus d'informations, mais c'est vrai que c'est un vrai problème puisque moi je l'ai vu sur un bien en maison individuelle, une chaudière qui me paraissait quand même assez ancienne. Quand on fait recherche sur Internet, cette référence est toujours commercialisée. Or, je ne vais pas donner de marque, mais globalement, elle avait au moins 20 ans d'existence, voire un peu plus. Ouais, en plus, oui. Donc, c'est toute la difficulté, effectivement, à un moment, uniquement par une référence, une marque et une référence, on n'a pas forcément une tranche d'année de consommation assez précise. C'est là où on a vraiment besoin d'informations des propriétaires. Un spectateur qui a souhaité rester anonyme nous dit, concernant le calcul des consommations d'auxiliaires, le refroidissement est-il toujours d'actualité? Est-ce que vous avez compris la question? Je sais qu'il y a des choses qui ont été modifiées, mais là, je ne pourrais pas répondre précisément. Bon, on répondra par la suite à un autre spectateur anonyme. C'est Gino qui disait un DPE 2021 réalisé sur un appartement qui a été rénové, isolation par l'extérieur de la copro. La note est en G, donc beaucoup moins bonne qu'avec un ancien DPE. Alors, c'est peut-être un cas qu'il a rencontré. À partir de quelle date peut-il être refait? Nous demande-t-il également. Je ne sais pas si vous comprenez également. Oui. Si l'immeuble a été construit avant 75, il pourrait être refait. Si l'immeuble a été construit après 75, il ne pourra pas être refait. Voilà. Si c'est une isolation par l'extérieur et que le bâtiment sort en G, il doit y avoir un problème quelque part. Ouais. Ça paraît étonnant. Ça paraît très étonnant. Après, il y a une notion de surface aussi qui rentre peut-être en jeu, mais enfin quand même. Et puis l'équipement de chauffage. Ouais.
Merci Thierry. Alors c'est des questions qui reviennent souvent. Enfin, c'est plus une réaction qu'une question. Il va y avoir des problèmes sur les ventes conclues avec des DPE erronés, avec 3 points d'exclamation. Oui, il va y avoir des problèmes. Alors, ces problèmes ne sont pas du ressort du diagnostiqueur. Quand on aura des problèmes, si on a information de ce type de problème, je ne peux que conseiller le diagnostiqueur de dire à son propriétaire, à son client, de voir avec le notaire. C'est le notaire qui a fait la transaction, c'est le notaire qui devra prendre des décisions et expliquer à son client ce qu'il se passe. Aujourd'hui, il va y avoir des discussions pour pouvoir déterminer une doctrine précise dans diverses situations. Et donc, cette doctrine n'est pas du ressort du diagnostic immobilier. Nous sommes avant tout des techniciens et des techniciennes qui intervenons et qui donnent une note, mais les conséquences de l'application de la note n'est pas du ressort du diagnostiqueur. L'opposabilité ne s'applique au diagnostiqueur uniquement sur la qualité de son travail des données d'entrée, la note énergétique, et même les recommandations, parce que les recommandations ne sont pas opposables. Donc la note énergétique n'est pas de son ressort, les consommations affichées sur le DPE ne sont pas de son ressort, puisqu'il est issu d'un moteur. Lui, sa seule responsabilité ne s'applique que sur la donnée d'entrée. Donc moi, j'aurais tendance à dire systématiquement, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je le conçois, mais on n'a pas aujourd'hui l'autorité de donner un conseil, de faire quoi que ce soit. Vous allez refaire, vous allez annuler votre vente, ce n'est pas notre ressort, c'est le ressort vraiment du notaire. Merci Thierry. Je rappelle à tous ceux qui nous quittent là en ce moment, certains doivent partir, que évidemment le webinaire est enregistré et que le replay sera disponible voilà, sur le site d'Egactu, sur la chaîne YouTube d'Egactu, et puis je pense sur le site de la CDIFNEM. Thierry, je ne sais pas comment vous souhaitez diffuser l'enregistrement, mais de toute façon, il sera facilement accessible, pas de souci. Bruno nous demandait, pouvez-vous nous en dire plus sur la modification de l'arbre de décision U-Mur? Oui, ça a été modifié, cette décision, ce format a été modifié relativement à la marge, c'est-à-dire est-ce que le mur est isolé ou pas, est-ce qu'en fonction, enfin est-ce qu'il y a un doublage ou pas de doublage. Donc on a vraiment une caractérisation du mur un peu différente. Si on est dans une situation d'un mur non isolé, brut, eh bien on a le coefficient qui s'applique en fonction de la date de construction et du type aussi de bien, enfin surtout du type de mur, pardon. Et après, si on a un doublage, on a des données à rentrer, préciser que le mur est doublé. Doublé, est-ce que c'est un doublage connu ou inconnu? Est-ce que c'est un doublage avec une lame d'air connue ou inconnue? Et donc, tous ces éléments-là sont intégrés dans l'éditeur de logiciel qui, évidemment, calculera automatiquement le U en fonction des exigences de l'arrêté. Et dans certains cas, quand on a une lame d'air, on va descendre aujourd'hui à un coefficient U-mur de 1,6, puisqu'une lame d'air, par définition, c'était le principe des isolations des années 60 de mémoire. Donc, lorsqu'on avait une lame d'air, on construisait une maison en parpaing, on mettait un doublage en brique, on mettait une lame d'air. C'était déjà une acceptation d'une forme d'isolation, certes faible, mais c'était une isolation. Et ça a une incidence non négligeable sur le bien. Donc, l'importance pour le diagnostiqueur aussi, c'est de faire un travail de recherche sur site suffisamment approfondi pour faire les bons choix, justement, sur la qualité d'isolation éventuellement des murs. Merci. Merci Jean-Marc. Il est 10h10 là. On va commencer quand même à clore ce webinaire. Il y a encore beaucoup de questions, mais il faut quand même que chacun retourne à ses missions de diagnostic, notamment Jean-Marc et Thierry. Hein. On peut peut-être finir par une dernière question. C'est un peu hors sujet, il le dit d'ailleurs, mais en ce qui concerne la RE 2020 qui est annoncée pour 2022, les DPE 9 vont être à nouveau modifiés? Oui, parce que le DPE 9 s'appuie sur la réglementation en cours. Donc, automatiquement, le DPE sera modifié, mais sera modifié, je pense pas réglementairement, puisque par défaut, on récupère les fichiers XML fournis par l'étude thermique. Donc, comme on aura une nouvelle étude thermique,
il va s'intégrer. L'avantage de la RE 2020, c'est qu'elle s'applique sur la CHAB. Donc, on aura peut-être enfin des CHAB immeubles collectifs complets, puisqu'on aura enfin, avec l'étude thermique, on saura exactement la surface habitable de l'immeuble. C'est la grande différence aujourd'hui avec la RT 2012, qui ne se base par rapport à la chaîne à surface plancher. Et donc, on a une différence vraiment fondamentale entre les deux dispositifs. Donc, ça sera totalement automatisé sur le DPE. On y intégrera le nouveau XML. Ça demandera sûrement un peu de travail pour les éditeurs de logiciels qui devront plutôt faire le nécessaire pour pouvoir chevaucher. Mais intégrer, pardon, les données de la RE 2020. Mais la RE 2020, déjà dans le DPE actuel est très proche de la RE 2020 en termes de certaines données. Je dirais pas tout, parce que de certaines données. Donc, ça sera beaucoup plus simple à mettre en œuvre, je pense, surtout pour la lecture. Je ne connais pas le travail des éditeurs de logiciels, je ne me permettrai pas de leur dire que ce sera facile pour eux, parce que j'en sais rien. Merci Thierry. Mes plates excuses à Pascal, qui a posé plusieurs questions que je n'ai pas relayées. Je suis désolé, Pascal. Dont il en profite pour faire la promotion de son groupe Facebook, le DPE. Voilà, n'hésitez pas à aller sur son groupe Facebook, le DPE. Je sais qu'il y a beaucoup de ressources techniques sur ce groupe Facebook. Écoutez, voilà, je vais vous libérer tous les deux. Je remercie infiniment la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNEM d'avoir proposé ce moment d'échange utile, c'est moins qu'on puisse dire, vu le nombre de questions, vu l'étendue aussi des sujets qu'on peut évoquer sur ce nouveau DPE. Donc, merci infiniment à tous les deux, Jean-Marc et Thierry, d'avoir pris le temps de répondre à ces nombreuses questions. Je rappelle donc que le webinaire est enregistré, que le replay sera facilement accessible sur le site Diagactus, sur le groupe, sur la chaîne YouTube de Diagactus, sur le site de la CDIFNEM, bien sûr, également. Et puis, je rappelle que les arrêtés modificatifs dont on a dressé l'essentiel du contenu vont paraître peut-être demain, enfin dans les jours qui viennent, et qui sont avec une entrée en vigueur immédiate. Et évidemment, on reviendra sur toutes ces évolutions par la suite, par écrit ou dans le cadre de ce genre de webinaire. Merci à tous. Merci Jean-Marc, merci Thierry. Merci à tous. Merci pour merci à tous. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.